Son ami Peter Dabish raconte ses dernières heures tragiques. Il a déclaré qu'elle était suicidaire, qu'il avait des couteaux dans son appartement. Et comme il avait peur qu'elle se suicide, il avait jeté tous les couteaux par la fenêtre. Peter déclare que Diana a ensuite fait une overdose de médicaments, suivie d'une chute fatale. Selon lui, c'était une overdose, potentiellement une tentative de suicide. Elle était tombée. Elle saignait du nez et des yeux. Venez vite! Et il fallait envoyer les secours. Le 11 mars 2010, Diana décède à l'hôpital. Une semaine plus tard, une terrible révélation est faite à sa famille. Le jour de la veillée funèbre, alors que j'étais en route, le directeur des pompes funèbres m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu l'acte de décès avec la cause de la mort. C'était un homicide, traumatisme multiple lié à des coups violents. Il a déclaré que Diana s'était cognée toute seule en tombant à plusieurs reprises. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs se rendent au penthouse du jeune homme. Ils veulent inspecter les lieux du crime. Mais ils se heurtent à un problème. L'appartement est impeccable et vient d'être repeint. Comme cette affaire n'a pas été considérée dès le départ comme un homicide, Peter était autorisé à aller et venir comme il voulait dans l'appartement. Peter Dabish aurait-il nettoyé la scène du crime et effacé toutes les preuves? Quelques semaines plus tôt, le père de Diana a dîné avec sa fille et Peter Dabish. Et le jeune héritier ne lui a pas fait très bonne impression. Garçon, la même chose. Il est arrivé en retard. Il avait pris de la drogue. Il avait manifestement fumé de l'herbe. Et peut-être autre chose aussi. Faites attention! Je suis désolé. Vous voulez que je nettoie? Vous avez plutôt intérêt. Ne vous énervez pas. C'est pas grave. Il y a eu une friction entre Monsieur DeMaio et Peter Dabish. Calme-toi. Il a tout de suite vu Lève-toi! que Peter n'était pas un homme pour sa fille. Mais pour la police, l'intuition d'un père ne suffit pas. Si Peter Dabish est un meurtrier, il lui faut des preuves. Quand la police a inspecté les lieux, elle a découvert qu'une porte de placard dans la cuisine avait été démontée et rangée à la cave. Les enquêteurs ont réussi à récupérer cette porte pour la faire analyser. Elle portait la trace de 3 chocs distincts qui l'avaient endommagée. Si Diana a heurté la porte en faisant une chute, pourquoi y aurait-il 3 chocs distincts? Les enquêteurs fouillent dans le passé de Peter Dabish. Ils cherchent des antécédents de violences meurtrières. Même s'il avait grandi avec beaucoup d'argent et qu'il avait tout ce qu'il voulait, il fallait toujours qu'il trafique, et notamment de la drogue. Si quelqu'un dans cette affaire a un problème de drogue, ce n'est pas Diana, mais Peter Dabish. Les médicaments, l'herbe, les substances diverses occupaient une place centrale dans sa vie. À première vue, cette découverte semble confirmer l'hypothèse de l'overdose de Diana. Elle ne serait pas la première entraînée par son petit ami dans le tourbillon de la drogue. Mais cette piste ne tient pas la route. Le médecin légiste a fait un examen toxicologique complet de Diana DeMaio. Aucune trace d'opiacés, de cocaïne, d'alcool, d'excitants, rien. Il n'y avait rien dans son organisme. Alors de quoi Diana est-elle morte? L'autopsie a révélé un coup violent porté à l'épaule, un coup violent porté à l'œil et 8 traumatismes crâniens qui ont entraîné une énorme lésion cérébrale et une hémorragie. Les conclusions de l'autopsie indiquent que Diana a connu une mort violente.
et le témoignage de l'ex-petit ami de Peter le désigne comme l'éventuel coupable. L'enquête a révélé de nombreux antécédents violents. Il était devenu très jaloux au fil de ses relations et il avait menacé de tuer ses petites amies. Nous avons retrouvé la trace de ces femmes. Et même si elles n'étaient plus avec lui depuis longtemps, elles avaient encore très peur de Peter Dabish. Elles étaient terrorisées par lui. Pire encore, tous les témoignages dépeignent un individu détestable. On cherche toujours des traces d'humanité chez un individu. Mais je n'ai rien trouvé chez Peter Dabish. Les témoins parlaient tous d'un homme qui leur faisait peur, se droguait, buvait, était trop possessif, une brute épaisse. Que faisait une jeune fille au grand cœur prête à sauver des animaux abandonnés avec une brute? Linda de Mayo a déclaré que Diana avait toujours eu un faible pour les chiens perdus. Elle voulait toujours sauver tout le monde. Elle croyait peut-être pouvoir aider Peter à résoudre ses problèmes. Personne ne comprenait comment elle avait pu être attirée par lui. La seule façon pour ses proches de comprendre cette relation était de se dire qu'elle avait voulu l'aider, apporter un peu de vie dans son existence, le sauver de lui-même. Pendant plusieurs jours, la police étouffe l'éventualité d'un homicide. Le journaliste Brad Edwards se souvient de la première fois qu'il a entendu parler de cette affaire. C'est finalement arrivé à mes oreilles par une de mes sources policières qui m'a dit « J'ai une histoire incroyable. Le destin d'une jeune fille pétillante, sublime, brillante et celui de l'héritier d'un célèbre empire du fitness se sont croisés dans une résidence de luxe. Quand je repense à ce qui s'est passé, j'ai encore du mal à y croire. » 3 semaines après la mort de Diana de Mayo, Peter Dabish est inculpé pour homicide volontaire. Mais plusieurs personnes ont trop peur pour témoigner contre lui. Toute la vérité sur cette soirée macabre va-t-elle éclater au procès? Les avocats auront-ils suffisamment de preuves pour faire condamner ce fils trop gâté? C'est ce que je redoutais, qu'il soit acquitté et que j'ai peur toute ma vie qu'il cherche à se venger. En 2010, Détroit est miné par une affaire de violence conjugale au sein des milieux aisés de la ville. Vu de l'extérieur, Peter Dabish avait tout. Il était l'image même de l'héritier né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais très tôt dans la vie, son parcours s'est assombri. Quand Ed de Mayo rencontre le magnat du fitness pour la première fois, le jeune homme lui fait très mauvaise impression. On peut passer à autre chose? Monsieur de Mayo a déclaré que la première fois qu'il avait rencontré Peter, c'était comme s'il avait vu le diable en personne. Son intuition ne l'a peut-être pas trompé. Le 31 mars 2010, Peter Dabish est arrêté pour le meurtre de Diana de Mayo. Il avait vraiment tout pour lui. Mais c'était comme s'il était prédestiné à plonger en eau trouble. Toutes les personnes interrogées ont parlé de son côté intimidant. Il n'avait aucune étincelle dans les yeux. Ils étaient noirs, aucune vie dans les yeux, aucune lueur. Peter fait une demande de libération sous caution. Sa mère propose de payer avec son manoir de Farmington Hills et la maison maternelle. Depuis des années, ce jeune homme ne s'était attiré que des ennuis. Quand il a été accusé d'homicide volontaire, immédiatement, sa mère a voulu vendre leurs biens pour payer la caution et le faire sortir. Malgré les efforts de sa mère, la demande de libération est refusée. Et à l'automne 2010, la mère de Diana, Linda de Mayo, est confrontée pour la première fois à l'assassin de sa fille lors de son procès. Elle prie pour que les charges retenues contre lui ne soient pas levées. On aurait dit un gigantesque monstre. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu faire ça à ma fille.
Elle était adorable. Elle voulait aider tout le monde. Elle l'avait aidé ce jour-là. Peter Dabish ne doit pas seulement répondre du meurtre de Diana, mais aussi des violences qui l'ont précédé. Lorsqu'un meurtrier inflige des souffrances atroces et cruelles à sa victime, on peut l'inculper pour torture. Il était accusé d'homicide volontaire et d'actes de torture. C'était choquant, une affaire de torture à Détroit. Diana n'est plus là pour raconter le calvaire qu'elle a vécu cette nuit-là. Mais le procureur Linda Lindsay va tenter de répondre à sa place. Peter a commencé à se disputer avec Diana au sujet d'un échange qu'elle avait eu avec le portier. Je t'ai vu en bas. Il l'accusait de lui avoir fait du charme. Tu m'as bien entendu. Je t'ai vu lui parler. Il s'est mis à crier et à l'insulter. T'es qu'une traînée! Une traînée! Aux insultes succède la rage, puis la violence. Ce jeune homme animé par une rage terrible s'est attaqué à une belle jeune femme. Elle ne pouvait pas s'en sortir vivante. Tu la fermes! Il l'a piégée comme un animal dans un recoin de l'appartement. Les lésions indiquaient que les coups s'étaient prolongés pendant une longue période. Ce n'était pas un simple accès de colère. Sinon, il l'aurait frappé et se serait arrêté. Les coups ont duré assez longtemps. Quand je pense à quel point elle a dû avoir peur quand il a commencé à la frapper. Pour me rassurer, je me dis qu'elle a peut-être perdu connaissance après le premier coup et qu'il s'est acharné sur elle. Je ne sais pas. Quand les secours arrivent sur les lieux, Peter affirme que Diana s'est cognée toute seule. Et de toute évidence, il est très en colère. On a une femme inconsciente. Il l'insultait devant les secouristes. Cette conne a fait une overdose. Ça va aller. Il disait « Cette conne a fait une overdose. Cette conne. » Enfin, vous voyez. Elle est tombée, elle s'est cognée. Calmez-vous. Les secouristes sont loin d'être convaincus par ces explications, mais leur priorité est de sauver la vie de Diana. J'appelle les urgences. L'un des principaux soucis, et ce qui pourrait expliquer toutes les erreurs de la police au début, c'est qu'elle était encore vivante et qu'il fallait à tout prix lui sauver la vie. À l'hôpital, Peter Dabish maintient sa version des faits. Il tente de mettre la prétendue overdose de Diana sur le compte de la dépression. Elle a surtout fait une overdose de Peter Dabish. Les enquêteurs pensent qu'il a ensuite nettoyé la scène du crime. Mais il a fait preuve de négligence. Il restait des éclaboussures de sang dans un coin de l'appartement. Et il y en avait aussi au plafond, juste au-dessus. C'est la preuve glaçante qu'il a frappé sa victime. C'était truffé de preuves. Il y avait du sang partout, des éclaboussures sur les murs. Ça ressemblait vraiment à une scène de crime. Nous pensons, d'après les indices matériels retrouvés sur place, qu'elle s'est réfugiée dans un coin où elle s'est recroquevillée et que Peter l'a rouée de coups. Diana aurait essuyé ses coups non pas pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais pendant des heures. Diana avait à la fois du sang frais et séché sur le corps. Cela indique qu'il s'est passé du temps entre les premiers coups infligés et une nouvelle série de coups. Nous savons qu'elle est morte d'une succession de coups d'une violence inouïe. Et il n'y avait pas d'arme du crime. Pas de batte de baseball, ni de marteau. La police pense qu'il l'a frappée à main nue. C'était une armoire à glace. Elle était toute petite, 50 kilos, 1,55 m. Un petit bout de femme, contre cet énorme monstre. Lors du procès, le passé violent de Peter Dabish ne tarde pas à refaire surface. Ce qui était vraiment choquant, c'était de voir défiler à la barre des jeunes filles qui avaient déjà porté plainte contre lui. Elles ressemblaient presque toutes à Diana.
Sa fortune l'a peut-être déjà tiré d'affaire, mais cette fois, le riche héritier ne peut pas acheter son salut. Au moment des délibérations, les jurés ont décidé très vite. Coupable d'homicide volontaire et d'acte de torture. Jusqu'au dernier moment, il a cru pouvoir s'en tirer. Je crois qu'il a eu un choc. Riche ou pauvre, ce genre d'individu est voué à finir en prison. Le juge condamne Peter Dabish à la réclusion à perpétuité ainsi qu'à une peine de 23 à 80 ans pour torture. Il va passer le restant de sa vie derrière les barreaux. Lorsqu'elle l'a condamné, elle a dit qu'il s'agissait d'un cas de comportement d'enfant gâté, laissé trop longtemps sans surveillance. Il n'avait jamais été tenu responsable de ses actes jusqu'à ce jour. Et il en a payé le prix fort. Pour la mère de Diana de Mayo, justice a été faite. Mais cela ne lui rendra jamais sa fille. Le temps aide un peu. Je n'oublierai jamais. C'est dur pour moi quand je vois ses amis avoir des enfants, se marier, faire carrière. Toutes ces choses qu'elle était censée faire. C'est très dur. Aucune mère ne devrait jamais connaître le... Je n'oublierai jamais. C'est dur pour moi quand je vois ses amis avoir des enfants, se marier, faire carrière. Toutes ces choses qu'elle était censée faire. C'est très dur. Aucune mère ne devrait jamais connaître l'horreur que Linda de Mayo a vécue. C'est atroce pour un parent d'enterrer son enfant. C'était tellement sombre et abominable que le seul moyen de trouver un sens était de se réfugier dans la religion. C'est ce qui me fait tenir. Si je n'avais pas eu autant la foi, je ne m'en serais jamais sortie. Au procès, j'avais toujours un chapelet avec moi. J'en ai même fait plusieurs avec les boutons de rose de son cercueil. Je les ai préparés juste avant le procès. Le souvenir de sa fille lui a donné la force de surmonter toute cette épreuve. J'ai l'impression qu'elle était avec moi. J'ai toujours cette impression parfois. Elle me donne la force de m'exprimer publiquement. Je n'aurais jamais cru pouvoir le faire. Aujourd'hui, je le peux. Mon objectif est de faire comprendre aux jeunes filles que ces individus existent. Ils sont charmants en apparence. Mais s'ils se montrent possessifs et cherchent à les isoler, il y a de grandes chances que la même chose se produise. Diana de Mayo aimait s'occuper des chiens perdus. Elle n'aurait jamais soupçonné que l'un d'eux